En novembre 2022, j'enfilais des chaussures de course à pied pour la toute première fois dans l'espoir de pouvoir terminer un marathon. Et crois-moi, j'étais loin d'imaginer que 2 ans et demi plus tard, j'aurais commencé le triathlon et terminé un Ironman, mais avec des résultats mesurés scientifiquement sur mon corps plutôt décevants, et que je serais à l'aube de me lancer dans mon tout premier ultramarathon. Est-ce que c'est une bonne idée? Ce dont je suis sûr, c'est que j'en ai tiré des leçons. Les voici. Première leçon, j'ai découvert 3 disciplines magnifiques. La plupart du temps. Je parle évidemment de la course à pied d'abord en 2022, puis du vélo et de la natation quand j'ai commencé le triathlon 1 an plus tard. Et je m'en vais tout de suite les classer de la meilleure à la pire. Parce qu'il y en a une vraiment, c'est terrible. Mais non, évidemment, j'exagère juste tel un youtubeur. Je vais simplement te donner mon top 3 actuel en attendant que je puisse en tester des nouvelles, comme par exemple l'aviron ou le ski de fond. Ouais, voilà, des trucs du genre. Et en vrai, ça se pourrait se faire. Prochaine vidéo, ski de fond, non, quand même pas. Et je vais commencer par ma préférée parmi les 3. La course à pied, sans grand suspense, désolé, c'est après que ça devient croustillant. Car pour moi, il n'y a pas photo, pour la simple raison qu'elle a été ma porte d'entrée dans ce monde et que même si ça n'a pas été un coup de foudre au premier regard, on a progressivement réalisé qu'on était peut-être quand même fait l'un pour l'autre. Et ouais, c'est moins romantique, mais dans la vraie vie, ça se passe plus souvent comme ça. Et c'est justement pour son accessibilité et son minimalisme que je l'aime autant et qu'elle est #1 à mes yeux, car presque n'importe qui peut juste décider de sortir de chez lui et de courir un peu sans grande contrainte ni payer quoi que ce soit. La course à pied, ça peut donner l'impression au début que c'est facile. Surtout quand on n'a jamais fait. En fait, c'est pas le cas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est très simple dans l'idée, ce qui permet justement de facilement se laisser tenter à faire ses premiers pas dans l'endurance. Et ce sport comblera autant quelqu'un qui veut juste aller prendre l'air 15 minutes de temps en temps, que quelqu'un de compétitif qui veut gagner le 10 km de son village, ou encore tenter de courir 24 heures de suite. Bref, c'est vraiment le feu, même si les impacts élevés augmentent fortement les risques de blessures par rapport à d'autres sports. D'ailleurs, en parlant de courir 24 heures, tu le sais peut-être pas, mais j'arrive au bout de ma nouvelle prépa pour courir un ultramarathon. Et tu seras peut-être content d'apprendre que non seulement j'ai ouvert une nouvelle chaîne secondaire Eric Flack Off sur laquelle je peux partager des vidéos plus brutes et plus régulièrement, mais qu'en plus tu y trouveras déjà 6 nouvelles vidéos qui retracent cette prépa trop stylée et qui ont beaucoup plu. Donc après celle-ci, va directement t'abonner et regarder tout ça. Et on reparle de cet objectif juste après. Car je passe maintenant à la 3e place du podium, la pire, et c'est là que je mettrai le vélo. Et oui, malheureusement, et ça s'explique par quelques points qui sont que déjà c'est le sport le plus maximaliste des 3, qui demande de toute façon du matériel, de la mécanique, de la logistique, ce qui a pu m'agacer parfois comme tu l'as vu. Bref, après 12 minutes, mon pneu avant explose avec un énorme bruit. C'est vraiment un vélo de merde. J'ai envie de le jeter à la première déchette que je vois, enfin bref. Et en plus de ça, alors c'est sûrement pas un problème pour tous ceux qui sont vraiment passionnés, mais c'est un sport qui est vraiment très chronophage quand on veut beaucoup s'améliorer, et moi je dois dire que ça m'a moins plu. Après voilà, je dis ça, mais j'ai énormément apprécié apprendre à m'entraîner à vélo, tout comme passer du temps à rouler. Vraiment, j'ai des souvenirs magnifiques de sorties au printemps, au soleil, petit bidon frais à disposition, allongé sur mes prolongateurs, le vent rafraîchissant sur mon visage, à découvrir de nouveaux endroits autour de chez moi ou dans le pays d'à côté. Franchement, un gros kiff, tout comme j'ai aussi aimé tester ma tolérance à la douleur en fractionné sur Home Trainer, le tout sans grand impact sur le corps. Mais bon, le but d'un classement, c'est pas de mettre tout le monde à égalité, et non. Et donc il y a surtout un dernier point qui pousse le vélo en 3e position pour moi, c'est que perso, j'aime bien le contrôle, je sais pas si t'avais remarqué, et je dois dire que je n'aime pas du tout l'idée qu'à tout moment, quelqu'un en voiture puisse décider de me shooter. Coupez pas la route aux cyclistes, sérieux. C'est ultra flippant et ça me casse le cul en fait de me faire tuer par quelqu'un comme ça. J'ai travaillé plus de 6 mois dans une institution pour personnes handicapées et j'ai déjà dû donner à manger à quelqu'un qui allait rester là pour toujours parce qu'il s'est fait renverser à vélo par une voiture. Évidemment, je veux pas casser l'ambiance, mais c'est vrai que c'est le seul sport des 3 dans lequel je me suis parfois senti en danger. Sans parler du fait de tomber tout seul, bien sûr. Ça, pour l'instant, heureusement, j'y ai échappé. Et on arrive donc à la natation que je range en 2e. Ouh, c'est frais. Alors, je suis pas hyper fan de devoir me déplacer et payer pour aller faire des allers-retours dans une piscine en zigzagant entre les gens, c'est vrai, mais c'est le fait d'avoir eu la chance de pouvoir nager dans un lac pendant les beaux jours qui a révélé toute la beauté de ce sport à mes yeux dans ces conditions. Tu l'as compris avec mon amour pour le street workout et la muscu au poids du corps, j'aime quand c'est simple et sans trop de contraintes matérielles ou géographiques, j'aime apprendre à contrôler mon corps dans l'espace, même quand ça demande de la technique, et la natation coche la plupart de ces cases justement. J'ai adoré me sentir au contact direct de mon corps et de la nature pendant la plupart de mes sorties, même si la technique m'a aussi fait galérer, ça c'est sûr. Et même peu après avoir terminé mon Ironman, je suis parti en vacances dans le sud de la France et un soir j'ai décidé, et si j'allais nager pour le kiff dans la mer Méditerranée? J'ai fait un petit 1000 mètres. Franchement, j'ai beaucoup apprécié, j'ai voulu tester. Et tout ce que ça m'a demandé, c'est de jeter un bonnet et une paire de lunettes dans ma valise avant de partir. Tellement salé l'eau. J'ai la langue toute passée. Bah, c'est la mer quoi. Ouais, salé, mais franchement c'est marrant. Je sens la congestion là.
Putain, c'est bien. Ouais, elle était meilleure dans le sud, hein. Alors bon, j'ai fait ce classement, évidemment c'est que mon avis, n'hésite pas à venir me contredire en commentaire avec ton propre classement. Et comme j'ai dit, j'ai énormément aimé pratiquer ces 3 disciplines globalement. Et d'ailleurs, j'ai même un triathlon qui est prévu pour ce printemps, donc j'ai pas prévu d'arrêter. Sans parler du fait que c'est vachement lourd de tenir ça à bout de bras purée. Allez, on va se réchauffer un peu. Deuxième leçon, l'hygiène de vie et l'organisation. Ça pardonne pas. Quand t'as déjà une vie et que d'un coup tu rajoutes le sport ou bien que t'en fais beaucoup plus pour une prépa par exemple, tu réalises très vite qu'il va falloir te mettre à jongler avec plein de trucs différents. Tu vois, j'ai acheté une montre quand j'ai commencé la course à pied et au début je la mettais que lorsque je courais pendant ma prépa marathon. En vrai, j'en avais jamais porté depuis mes 10 ans et ma super petite flic-flac, donc je me souviens très bien, mais j'en ai jamais remis aussi parce que j'aime pas du tout m'entraîner au poids du corps avec un truc au poignet. Puis j'ai commencé le triathlon et là, à m'entraîner 1 ou 2 fois par jour, j'ai décidé après 2 mois que c'était plus chiant de l'enlever et la remettre que de la garder non-stop et donc je me suis habitué à l'avoir sur moi H24 et j'ai même commencé à dormir avec, ce qui m'a permis officiellement un jour de enfin pouvoir faire juger mon sommeil par une intelligence artificielle. On allait bien y arriver un jour. Et je trouve qu'en tout cas, ça indique assez précisément les heures où je m'endors et je me réveille, et donc la quantité de sommeil que je prends chaque nuit. Et pour le score de qualité évalué, ok, je prends ça quand même avec une certaine distance, même si c'est difficile de pas se prendre au jeu et de tenter le top score à chaque fois, parce que moi je viens des jeux vidéo, tu sais, je suis un geek no life qui est fan de RPG de base, donc je veux level up. Bref, ce qui est sûr, c'est que ça peut aider à réaliser un petit peu où on en est à ce niveau. Et quand on veut être sérieux n'importe où dans sa vie, que ça soit le sport, la santé, la carrière, les relations, le sommeil, c'est le cheat code ultime à considérer avant toutes les astuces, gadgets, équipements, suppléments. On le rabâche tout le temps, mais c'est vrai, et donc il faut le répéter encore. Et j'ai vraiment compris ça pendant ma prépa triathlon qui m'a demandé d'être au poil de cul à ce niveau avec 9 à 9h30 de sommeil par nuit pour tenir le coup. Sinon, je le ressentais directement dans mon énergie, ma motivation et mes performances. Je pense que c'est la fois depuis le début de la prépa où j'ai le plus envie d'abandonner. J'ai pas bien et pas assez dormi ces 2 dernières nuits. Et je le sens tout de suite en fait, hein, y a vraiment pas photo. Autre pilier bien connu dans l'hygiène de vie, la nutrition. Alors là, sincèrement, avec mon passé dans la muscu et les transformations physiques, j'y connaissais déjà un rayon, mais j'ai quand même découvert un nouveau monde dans la nutrition pendant l'effort que je connaissais pas, tout comme, bien entendu, ça m'a donné quelques rappels qu'il est très bon d'avoir de temps en temps. Il faut de l'énergie pour performer pendant les séances et pour reconstruire et renforcer son corps entre deux, encore plus quand le but est au minimum de maintenir son poids et sa masse musculaire. On verra d'ailleurs juste après comment je m'en suis sorti à ce niveau, et ça passe si possible par une alimentation saine avec suffisamment de calories et de nutriments. Après, je sais pas toi, mais perso, dans mon agenda et mes priorités, cuisiner est pas toujours facile à placer, et si ça te parle, ça tombe bien, car cette vidéo est sponsorisée par Prep My Meal, un game changer de livraison de repas à domicile que je dévore depuis le début de l'année. Les plats sont livrés chez toi congelés, emballés par portions faciles à emporter ou dans des sacs pour ceux qui ont très faim comme moi, et c'est hyper pratique de simplement en réchauffer un pour avoir en quelques minutes un repas sain, protéiné et 100% naturel. C'est évidemment parfait pour tous les sportifs occupés ou ceux qui veulent gagner du temps sans compromettre leur nutrition. Et t'inquiète que si tu comptes tes macros, tout a déjà été fait pour toi sur l'emballage. D'ailleurs, j'ai même fait goûter à ma chérie. C'est très bon, vraiment. Très pratique aussi de faire ça pour le déjeuner. C'est validé par la copine. Et ensuite, elle a commencé à me piquer des plats pour le midi, donc j'ai dû voir plus gros pour mes prochaines livraisons. Mais heureusement, il y a le sublime code EricFlag pour avoir 10% sur toutes tes commandes. Pour tester, c'est très simple. Tu choisis la taille de ton coffret sur le site, puis tous les plats qui te donnent envie ou qui correspondent à ton objectif, et ça, il y en a pour tout le monde. Tu choisis le jour de livraison, et c'est tout. Rends-toi donc sur Prep My Meal et n'oublie pas d'utiliser le code EricFlag pour 10% de réduction. Je te mets le lien en description. Et sinon, trop de stress, trop souvent, c'est un petit peu comme pas assez de sommeil, ça va pénaliser tout l'ensemble, dont le sport. Et je m'en suis spécialement rendu compte dans certaines périodes qui étaient très intenses professionnellement et où j'ai dû relever le pied pour éviter que tout le système me pète à la gueule. Mais grâce à ça, j'ai encore appris davantage à reconnaître les signaux préventifs que m'envoie mon corps lorsque je tire trop sur la corde, ainsi qu'à ralentir la cadence. Et c'est pareil pour l'alcool qui va dégrader mon sommeil et tout le reste, même à petite dose. Alors bon, j'ai jamais été un grand fan d'alcool ni un très gros consommateur, mais crois-moi, plus jeune, j'ai fait mes armes quand même. Et pour ma prépa, j'ai décidé de ne plus boire du tout après un mois de triathlon, ce qui m'a fait découvrir que les bières sans alcool ont pour moi tous les avantages des bières normales, sans les inconvénients de l'alcool. Et sinon, j'ai dû boire 3 ou 4 verres depuis la fin de l'Ironman, quelque chose comme ça. Il n'est pas aussi sain que vous pensez. Sincèrement, je me prive pas lors d'occasions spéciales, mais c'est vrai que les sports d'endurance m'ont donné envie de réduire encore tout ça, et je vais pas me plaindre. Finalement, et pour reprendre l'image du début, je dirais qu'apprendre à mieux jongler, c'est-à-dire à le faire de mieux en mieux et à rajouter des balles, ça équivaut à apprendre à bien s'organiser, que ça soit son agenda, ses priorités, son quotidien.
tient. Et ça se fait jamais parfaitement du premier coup, encore moins en triathlon, tu peux me croire. Et donc il faut tester, faire face aux imprévus, ajuster, recommencer, etc. Troisième leçon, j'ai appris à endurer. Ça c'est une de mes préférées car c'est ce que je venais chercher avant de courir pour la toute première fois. J'aimerais bien courir un marathon typiquement, j'aimerais bien aller creuser un petit peu cet aspect endurance parce que je me dis que ça va me renforcer la tête de ouf. En fait dans endurance il y a endurer, tu vois. Et justement endurer est un mot qui vient du latin qui veut dire endurcir ou rendre dur. Et je sais pas si David Goggins s'est inspiré de ça, mais je dois reconnaître que j'ai bien l'impression que je me suis endurci depuis le début. Dans le bon sens du terme bien sûr. J'ai appris qu'il faut savoir m'accrocher parfois dans la période difficile au milieu où j'ai envie d'abandonner, par exemple au milieu du run ou du vélo alors que tout allait bien juste avant, car à tout moment le second souffle peut arriver et sans nécessairement comprendre pourquoi, au bout de ce qui semblait être une impasse, finalement le brouillard se lève et révèle que le chemin continue et me mène au bon endroit, que ça soit pour finir ma séance vélo, C'est horrible mais j'ai réussi. ou pour d'autres choses dans la vie. C'est vraiment la partie du milieu la moins drôle. Et parfois c'est tout le début, t'inquiète pas. Des fois à la piscine, je voulais pas y aller, je voulais pas m'échauffer, je voulais pas nager, mais je le faisais quand même et après avoir péniblement parcouru les premiers 1500 mètres de ma séance du jour, c'est dans la deuxième moitié que tout à coup je commençais finalement à avoir des sensations, à kiffer un petit peu, voire même à ressortir en étant un peu fier de moi et surtout sans jamais regretter d'être venu. Et sur la fin, je me suis amusé. De passer de la frustration à l'amusement, en fait c'est un peu comme mon histoire avec la natation depuis le début et c'est la même chose avec plein d'autres choses dans la vie. Faut s'accrocher un peu au début quand t'as envie d'abandonner et après ça peut même devenir amusant. Incroyable. Être endurant, ça veut aussi dire être capable de tenir la distance, littéralement, que ça soit sur un effort, mais aussi et surtout sur le long terme. Cette prépa Ironman de 9 mois avec tout ce qu'elle m'a demandé, je peux te dire que je l'ai vraiment enduré par moment, que ça soit dans le froid, dans le chaud, dans la durée, dans l'intensité, dans la frustration, dans l'organisation, dans la maladie, dans la récupération. Oui, ça fait beaucoup de choses côté difficile. Mais je me suis montré que j'ai pu me faire confiance pour tenir la distance et énormément de belles choses de la vie, à mes yeux, vont présenter des défis similaires, comme par exemple entretenir son couple, réussir sa carrière ou ses études, ou encore fonder une famille et élever ses enfants. Il y a des sacrés trucs à trouver dans la difficulté auto-imposée et dans les sports d'endurance que personnellement j'ai du mal à trouver ailleurs jusqu'à présent. J'ai appris qu'endurance rime avec patience et résilience, deux qualités qui vont nécessairement devoir grandir en parallèle et qui déborderont dans d'autres domaines de la vie. J'ai été très impressionné par les capacités d'adaptation de mon corps au fil des semaines, qui a encaissé de mieux en mieux des volumes d'entraînement qui sont passés du simple au triple, et de même, l'esprit s'adapte et l'image de soi évolue. Au tout début, la ligne d'arrivée nous semble si loin, l'allure à tenir nous semble si rapide, la prépa nous semble si longue, je suis passé par là. Un temps à viser pour mon marathon est tombé, 4 heures et 8 minutes. Donc voilà, à nouveau, sans mentir, ça me semble un peu ambitieux. Et puis, jour après jour, patiemment, on remplit notre engagement du mieux qu'on peut et on avance. De temps en temps, on tombe, mais on réalise qu'on est capable de se donner les moyens de rebondir. Et puis un beau matin, sans prévenir, on se retrouve chez soi avec un truc rond attaché au bout d'un ruban et on réalise que nos croyances sur ce qui est trop dur pour moi et sur nos limites étaient en fait bien loin de la réalité quelques mois plus tôt. Et donc, est-ce qu'elles ne le seraient pas encore aujourd'hui? Quatrième leçon, j'ai appris qu'endurer et renforcer sont les deux côtés d'une même pièce. Quel est le point commun entre la porcelaine, le verre et la glace? Ils ont beau être durs, ils se cassent facilement. Et quelque part, on peut se demander à quoi sert d'être endurci si on reste fragile? Et bien sûr, c'est là qu'intervient le renforcement musculaire, aussi appelé muscu. Et normalement, tu l'as déjà remarqué, c'est plutôt ça mon domaine de prédilection à la base, et j'avais des années de muscu en salle et au poids du corps avant de commencer la course à pied. Alors bien sûr, j'ai pas de point de comparaison de commencer l'endurance sans avoir déjà fait du renfo, mais je suis certain que ça a forcément contribué au fait que j'ai eu très peu de blessures en 2 ans et demi et qu'aucune n'a duré longtemps, malgré le fait que je sois parti de zéro direct dans une prépa marathon de 4 mois. Je crédite aussi le fait d'avoir travaillé mes jambes avant et d'avoir continué pendant, que ce soit à la salle sous une barre de squat ou pieds nus dehors au poids du corps, pour m'avoir aidé non seulement à ne pas me prendre de gros murs musculaires pendant mon marathon ou mon Ironman, mais aussi pour avoir très vite récupéré physiquement après. 2 jours après le marathon, je n'ai plus aucune sensation inhabituelle dans les jambes. Et quand j'avais des douleurs ou des gênes, la plupart du temps en course à pied, j'avais directement le réflexe et l'envie d'aller creuser comment le renforcement musculaire pouvait m'aider à les guérir. Et spoiler, c'était pas en faisant des tractions. J'avais déjà des connaissances bien sûr, mais j'en ai appris énormément, notamment au niveau du renforcement spécifique pour la gestion et prévention des blessures liées au sport d'endurance comme la course. Bref, il y a longtemps je partais du principe que la muscu et le cardio étaient tout simplement des opposés extrêmes. Et aujourd'hui, non seulement j'ai eu la preuve qu'on peut être fort et endurant en même temps, dans une certaine mesure en tout cas, on pourra pas être le meilleur dans les deux, mais qu'en fait ces deux choses peuvent être incroyablement complémentaires. Ce qui est sûr, c'est que le renfo, c'est et ça restera mon premier amour, et c'est assurément une des meilleures choses à faire pour vivre mieux et plus longtemps, parce que oui, ça fait 17 ans que je fais de la muscu maintenant, et l'aspect santé commence à prendre de plus en plus de place. J'arrive plus à rivaliser avec les petits jeunes, qu'est-ce que tu veux? C'est terminé. Du coup, je fais genre, je m'intéresse à la santé, tu comprends? Regarde, par exemple ma traction à bras.
Non, c'est plus ce que c'était. Et donc, est-ce que ça fait du cardio le numéro 2 dans mon cœur? Peut-être, mais je t'avoue que j'ai pas envie de les classer ou de les comparer. C'est un peu comme mes futurs enfants. Il y en a pas un que j'ai envie d'aimer plus que l'autre. Ils sont différents, ils sont uniques, et je les aime, c'est tout. Et pour la petite note, c'est aussi un énorme avantage d'avoir une bonne VO2 max pour mieux vivre et mieux vieillir. D'ailleurs, on verra comment la mienne a évolué juste après. Et dernier point que je voulais faire, venant du monde de la muscu, je trouve ça fort comment globalement l'endurance a amélioré ma santé mentale, ce qui est aussi lié au fait de passer beaucoup plus de temps dehors, avec des effets sur ma créativité, sur ma connexion au présent, à la nature et avec moi-même. Bref, il n'y a pas eu que ces sports bien sûr, mais je me suis jamais aussi bien senti dans mon corps et dans ma tête qu'aujourd'hui, et je peux te dire que je reviens d'assez loin quand même, donc je t'invite à faire la paix avec l'autre camp si jamais tu te sens concerné, et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux des vidéos sur comment allier les deux. 5e leçon, l'endurance a transformé mon corps. J'avais déjà testé ça pendant ma prépa marathon et les mois qui ont suivi, mais j'ai maintenant 2 ans et demi d'expérience et pour mon Ironman, j'ai été beaucoup plus mis à l'épreuve avec une prépa plus longue et plus intense, mais avec des moyens de mesure beaucoup plus précis. Car si tu te souviens, juste avant le début de la prépa, j'étais allé faire des tests d'effort en labo pour la course à pied et le vélo, et j'avais commencé par un DEXA scan complet pour mesurer ma composition corporelle. Et bien comme prévu, je suis retourné faire les mêmes tests d'effort dans les mêmes conditions, et il est l'heure de voir les résultats avant et après. Ah, t'as fini? Ah. Et oui, j'ai terminé. Je te mets à l'écran le détail des tests qui sont les mêmes, mais tout d'abord je précise qu'ils ont été faits presque 1 mois après l'Ironman. Je pense que l'idéal ça aurait été 1 ou 2 semaines avant la course, mais j'avais déjà assez de trucs à faire et j'avais pas envie de pénaliser l'épreuve. Donc il a fallu trouver un moment après avoir pu assez récupérer de la course, mais sans trop m'être désentraîné non plus. En plus j'avais prévu 2 semaines de vacances entre deux, bref c'est tombé comme ça. T'avoue que niveau forme et énergie générale, je me sentais plutôt moyen ce jour-là, mais bon t'inquiète pas que j'ai quand même regroupé toute ma motivation et mon énergie pour le premier test sur tapis de course et que j'étais vraiment déterminé à faire mieux que la dernière fois parce que sincèrement ça me semblait mérité. Et pour le coup, je regrette rien car j'ai vraiment tout donné. C'est meilleur. Attends, respire bien, respire Oh là là, c'est vraiment terrible. Je suis sur la fin de l'effort, je sais que je suis en train de battre ce que j'ai fait la dernière fois. J'ai beau penser à l'Ironman, tout ça, c'est pas le même effort et oh là là, c'était vraiment de la torture à la fin. Mais limite, ça a l'air plus dur que... Bah c'est différent, c'est différent. Ça ressemble plus à un 10 km max qu'à autre chose. J'ai atteint le palier supérieur de 17 km/h cette fois-ci, mais j'ai tenu qu'1 minute sur 3, ce qui indiquerait d'après ce test une VMA de 16,4 km/h, soit une très faible augmentation par rapport aux 16 km/h du départ, sachant que j'ai à nouveau atteint la même fréquence cardiaque maximale de 184 BPM. Et sur le moment, j'ai beau être méga dans le mal, je t'avoue que j'étais quand même un peu déçu. Mais en comparant après coup les nombres palier par palier, d'autres choses sont ressorties. On voit que ma fréquence cardiaque est à présent plus basse à faible intensité, puis qu'elle rattrape ensuite le même niveau qu'avant sur les derniers paliers du test, ce qui reflète une belle amélioration en endurance fondamentale et une plus faible amélioration en vitesse maximale comme on a vu. Et ça se voit aussi dans l'augmentation de mes seuils ventilatoires 1 et 2. En gros, la limite supérieure de ma zone 2, qui est donc la fameuse zone d'endurance à basse intensité, est passée de 5 minutes 27 à 5 minutes du kilomètre, ce qui est quelque chose que j'ai réellement observé à l'entraînement car j'ai en effet gagné environ 30 secondes par kilomètre pendant ma prépa pour une fréquence cardiaque identique de 140 BPM. Un des éléments qu'on observe aussi, c'est l'abaissement général de ma courbe de lactatémie. Pour résumer le truc, maintenant je peux courir plus vite avant de commencer à taper sérieusement dans mes réserves de glycogène et donc d'énergie, ce qui est un indicateur d'un travail d'endurance effectivement bien mené. Et après une demi-heure de pause bienvenue, il était temps de redonner un effort maximum à nouveau, mais cette fois-ci sur le vélo. Et c'est reparti. Une note importante par contre, c'est que c'était plus le même vélo ni la même marque que la dernière fois, ce que j'ai senti tout de suite en pédalant, et les réglages de selle et de pédale étaient approximatifs aussi. Bref, c'était pas optimal pour comparer, mais sinon ça reste pareil, faut pousser de plus en plus fort quoi, et ça devient vite désagréable aussi, ça faut vraiment pas s'inquiéter. À nouveau, j'ai tenu qu'un seul palier de plus que 9 mois plus tôt, et j'ai fini à 350 watts au lieu de 325 en guise de PMA, sauf que cette fois-ci, ma fréquence cardiaque maximale a baissé de 5 points à 172 BPM. Et dans le détail, les résultats sont similaires à la course à pied, hein. Ma fréquence cardiaque est plus basse à chaque palier et mes seuils ventilatoires aussi augmentés, mais il y a une bien plus grande amélioration pour la limite de ma zone 2 qui passe de 125 à 200 watts, une belle augmentation que j'ai aussi remarqué dans la prépa, mais qui était prévisible étant donné que j'avais jamais fait de vélo. Quand même, je m'attendais à ce que j'améliore des trucs, tu comprends? Et c'est le cas, bien sûr. Mais bon, j'ai un peu le seum. J'étais pas au max, j'ai l'impression. Niveau énergie et tout, j'étais pas au top de ma forme, j'ai l'impression. 9 mois de prépa, bordel. Et j'arrive qu'à faire 25 watts de plus. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Remboursez-moi! Déconne, l'Ironman il s'est fait et c'est tout ce qui compte.
Mais bon, la prochaine fois je ferai pas de test, comme ça je saurai pas, tu vois. Ça tombe bien, pour la nouvelle prépa j'ai pas fait de test. Bref, pour résumer ces tests, j'étais pas satisfait de mes performances, mais les résultats sont cohérents avec une prépa longue distance comme je l'ai faite. Je suis raisonnablement plus endurant qu'avant, mais un tout petit peu plus rapide. Mais bon, tout ça a aussi été impacté par la coqueluche que j'ai traînée pendant les 2 derniers mois de la prépa, bien sûr, et qui m'a mis un sacré coup à mon cardio. Donc c'est à prendre en compte dans les avant-après. S'il faut que je me trouve des excuses. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui traînent? Alors, merde, il y a vraiment rien. Voilà, tant pis, hein, on assume. Mais il reste encore une donnée que je n'ai pas abordée, l'indicateur bien connu de la VO2 max qui est passé de 51,7 à 59,2. À première vue, ça semble énorme et très positif, mais fausse alerte. Après s'être penché sur le détail des nombres avec l'équipe du labo, il semble qu'il y ait une incohérence avec ce deuxième nombre qui est certainement surestimé, probablement à cause d'un petit problème technique le jour du test malheureusement. Alors bien sûr c'est évident que j'ai augmenté ma VO2 max, mais peut-être pas d'autant. À titre de comparaison, ma montre m'indiquait au tout début de la prépa en novembre 50 et le jour de la course j'étais à 55. Donc la vérité doit se trouver quelque part autour de là. Après voilà, tous ces nombres sont intéressants, mais j'étais tout autant impliqué dans l'effet que ça allait avoir sur ma composition corporelle. C'est pour ça qu'avant tous ces tests, je me suis pesé et j'ai refait un scan complet dans les mêmes conditions que la première fois, et voilà les résultats. Sur la balance, j'ai perdu 1,3 kg, mais je suis passé de 14,2 à 12,3% de masse grasse. Sur le papier par contre, le DEXA m'avait pesé à 83,8 kg de masse totale avant et 83,3 après, donc j'aurais perdu environ 550 grammes et 1,9% de body fat. Et dans le détail, on voit que c'est expliqué par une diminution de 1,7 kg de graisse, compensée par une augmentation de 1,15 kg de masse maigre un peu partout sur mon corps, mais à plus forte raison dans les jambes quand même, ce qui semble un peu cohérent au vu du vélo que j'ai fait, quand même. En résumé, j'ai perdu du gras et j'ai même légèrement pris en muscle, même dans les bras, voilà, c'est plutôt négligeable. Et donc je suis plutôt content, sincèrement. J'ai rempli mon contrat initial qui était de préparer mon Ironman tout en maintenant ma masse musculaire, notamment dans le haut du corps. Et ça m'a demandé d'ajouter en moyenne 2 séances de musculation par semaine en plus des 7 séances de triathlon que j'avais dans mon programme et d'adapter en conséquence ma récupération et mon alimentation. Mais si tu veux plus de détails, il se trouve dans ma série de vidéos sur ma prépa ainsi que dans la vidéo finale, bien sûr. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour tous les retours sur cette vidéo. Et en ce qui concerne mes performances en street et à la salle, alors j'ai pas fait de test très carré, j'avoue, mais un mois après la course, une fois reposé et après la reprise, j'étais de retour au point de départ sur toutes mes charges et répétitions, ou alors je les avais dépassées, sauf aux squats, qui ont pris un peu plus de temps à revenir, pour la simple raison que c'est le seul exercice que j'ai complètement arrêté pendant toute ma prépa, parce que j'avais pas envie de surcharger mes jambes encore plus quoi. Tout ça pour dire, évidemment il y a des compromis à faire niveau performance, mais j'ai appris que c'est largement possible de devenir plus complet et de s'améliorer en endurance, sans pour autant sacrifier toute sa masse musculaire ou sa force. 6e leçon, j'ai rejoint une vraie communauté, et ça fait du bien. Aujourd'hui, je fais fièrement partie de la communauté des sportifs d'endurance et Dieu sait qu'on a envie et besoin de se sentir appartenir à des groupes, peut-être même encore plus en 2025 à l'heure où l'isolement social atteint probablement des records. Alors ok, je m'entraîne seul et pourtant c'est bien connu que c'est très agréable de le faire à plusieurs, mais j'aime beaucoup être seul la plupart du temps quand je fais mon sport. Mais il n'empêche, maintenant quand je suis dehors, même si je suis pas en train de faire de sport ou quoi, quand je vois des gens en train de courir, je me sens bien mais en plus, je sais pas, je les encourage mentalement, je sens une connexion. Et quand je croise un coureur ou un triathlète à pied ou à vélo, parfois on se salue ou alors on s'échange juste un regard, mais un regard qui veut tout dire et ça fait du bien. En mode tac tac t'as vu. TNTC, nous on fait du sport, tu vois. Et pas n'importe lequel. Bienvenue dans la secte! Non, par contre, en natation, j'ai pas ressenti ça du tout, désolé, car quand tu vois arriver un groupe de 4 personnes au bassin de 25 mètres et qu'on est déjà 20 dans les 3 lignes ouvertes, on a plutôt des envies subites d'être tout seul dans la communauté, si tu vois ce que je veux dire. Mais à part ça, un gros symbole de tout ça, c'est l'ambiance qu'on retrouve sur des courses. C'est extraordinaire, vraiment, et ça m'a vraiment frappé dès ma toute première, qui était le semi-marathon de Barcelone début 2023. On court tous ensemble, on est chronométré, il y a un classement, mais presque personne n'est là pour faire mieux que les autres. On est surtout là pour se tester soi-même, dans des conditions uniques, et on se laisse doper par l'aspiration collective créée par tous les autres participants, mais aussi par tous les spectateurs. Je vais pas mentir, avant je n'étais jamais allé au bord d'une course pour encourager les gens qui passent. Jamais. Jusqu'à ce que ça m'arrive à moi. Jusqu'à ce que je me retrouve intégré à l'ensemble, que je me retrouve encouragé par des gens que je connais, et encore plus par des gens que je connais pas qui peuvent lire mon prénom sur mon dossard. Quand on sait pas ce que c'est, comme moi avant, on peut pas savoir à quel point c'est motivant et agréable de se faire encourager personnellement comme ça. Et on se rend pas compte, mais pour la plupart des gens, c'est extrêmement rare de se faire encourager sincèrement comme ça à voix haute, et ça, putain, ça fait du bien. Et si t'as déjà vécu un tout petit peu en communauté, tu sais que recevoir, c'est agréable, c'est gratifiant, mais donner et rendre, ça l'est encore plus. Par exemple, 1 an après mon premier marathon, j'étais de retour à Paris, au 40e kilomètre, à encourager des coureurs pour la dernière ligne droite, et c'était vraiment trop stylé. Petit passage à Paris pour le travail, et c'est
Le marathon aujourd'hui, c'est tellement stylé cette ambiance. Trop de bons souvenirs, j'ai pu encourager des gens, j'ai plein de connaissances qui le font. Et en plus de ça, bien sûr, quand on rejoint un nouveau groupe, on adopte aussi des nouvelles habitudes et un nouveau langage. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux, on peut comparer le drop de nos chaussures carbone et nos FTP lors de notre séance fartlek au seuil ou lors d'un prochain test VMA FC Max. Sinon, moi j'ai pris 60 grammes par heure à mon dernier marathon, mais j'ai quand même pris le mur. Et toi d'ailleurs, c'est quoi ton RP marathon? Allez, ça part sur Strava. Ouh. Ah, c'était dur, hein. Ouh. Full endurance fondamentale pour aujourd'hui. Et 7e leçon, j'ai appris que je veux expérimenter davantage. Cette prépa Ironman ne m'a pas dégoûté, clairement, sinon je pense pas que dans exactement 5 jours, je serai sur la ligne de départ d'un ultra-marathon. Ce qui est sûr, c'est que j'ai appris bien d'autres choses encore pendant ces 2 dernières années, comme le fait que j'aime autant faire des prépas, que participer à des courses, que d'avoir des périodes de temps off pendant lesquelles je cours juste pour le plaisir. Et j'ai aussi confirmé que je préfère la distance à la vitesse. En fait, dans endurance, il y a endurer, tu vois, être capable de courir sans s'arrêter le plus longtemps possible. Je trouve ça super stylé parce que je me dis que c'est autant dans la tête que dans le corps et j'aimerais bien expérimenter ça un peu plus. Mais on verra, ça viendra quand ça viendra. Et 3 ans après cette petite déclaration innocente, l'heure est finalement venue de tester mes limites en courant le plus longtemps possible. Et cette nouvelle course a été créée exactement pour ça. Et juste avant de te révéler ce que c'est, n'hésite pas à commenter ce que tu aimerais voir sur cette chaîne à l'avenir. J'ai adoré faire cette série sur mon Ironman, mais j'ai aussi envie de revenir à des vidéos un peu plus décontractées, d'où la naissance de ma chaîne secondaire. Donc balance-moi toutes tes envies, ça m'intéresse vraiment. Et c'est ainsi que dans quelques jours, je serai sur la ligne de départ de mon premier backyard ultra. D'ailleurs, j'aurai sûrement besoin de ça, c'est pour ça que je suis dessus. C'est une course qui consiste à répéter une boucle de 6,7 km toutes les heures, encore et encore, de jour comme de nuit, jusqu'à ce que le mental ou le physique décide que ça n'est plus possible. Tu trouveras bien plus d'infos et toute la prépa sur ma chaîne Eric Flag Off. Et à l'heure où tu regardes cette vidéo, la course est terminée. Je ne sais pas dans quel état, j'ai fini. On le saura dans la prochaine vidéo qui sortira sur cette même chaîne. J'ai un peu peur, mais j'ai hâte. Merci pour ton temps et ton abonnement. Ciao! Je tente des trucs. C'était pas sur le script. Évidemment, il y a des gens qui passent pour regarder la vue. Et oui, la vue est à tout le monde, surtout quand je veux filmer. Est-ce que j'ai terminé? Putain, j'ai tellement mal au bras à porter ce truc. Incroyable. D'accord, ok. Eh bien, je vais devoir changer de spot. La magnésie sur la table de chevet, c'est cadeau. En même temps, qui n'a pas la sienne? Et bordel, j'arrive plus à parler, c'est pas possible. C'est quoi ces mots de merde aussi, là? Qui a écrit ces phrases-là? Et d'ailleurs, merci beaucoup pour tous les retours sur cette vidéo. Je sais pas pourquoi, quand je fais un truc à peu près bien et spontané, il faut vraiment que je le refasse 3 fois pour être sûr que ça devienne plus du tout spontané. Putain, il pue la merde, ce truc! Oh